Imaginez la scène, une chambre d'hôtel, lumière tamisée, Jane est là face à un homme qu'elle connaît à peine, une nuit comme tant d'autres, du moins en apparence. Mais ce soir-là, quelque chose change, l'homme cherche un préservatif, geste banal, basique, une protection, une marque de respect, une limite. Sauf que avant même de pouvoir l'utiliser, une voix s'élève, froide, autoritaire, celle de Didi. Il était là, dans la pièce. Il observe et il dit « Non, pas de préservatif, pas ce soir » et tout bascule. Ce jour-là, Jane témoigne au tribunal. Elle raconte ne pas avoir osé le contrarier. Elle savait ce que ça impliquait, perdre l'argent, l'appartement, la sécurité de son enfant. Alors elle a cédé. Encore, dans la salle d'audience, plus un souffle. On vient d'entendre la voix de Sean Combs, enregistrée, diffusée devant le jury. Pas de cris, pas d'insultes, juste un ordre. Et derrière, une mécanique glaçante de contrôle, de peur et de domination. Et vous vous demandez peut-être pourquoi elle est restée, pourquoi elle n'a pas fui, pourquoi tant de femmes racontent la même histoire des années après quand tout semble déjà derrière elles. Parce que ce n'est pas une simple affaire de sexe, de célébrité ou de pouvoir, c'est une histoire d'aliénation mentale, de dépendance savamment orchestrée. Et ce jour-là, au 18e jour du procès de Didi, une vérité dérangeante s'impose pour la première fois. Le jury entend, et ce n'est pas une rumeur, pas un article, c'est sa voix. Ce qu'elle révèle ensuite, vous n'êtes pas prêts. Ce soir-là, c'était son anniversaire. Jane s'était préparée, habillée, maquillée, prête à passer une soirée spéciale, un dîner, peut-être un instant tendre, mais dans l'univers de Didi, même les célébrations ont un goût amer, ils vont au restaurant, tout semble presque normal. Mais une fois à l'hôtel, les invités arrivent, un homme, puis un autre, puis un troisième, pas des amis, pas des proches, des inconnus choisis pour une seule raison. Entre deux rapports, on lui apporte un gâteau, littéralement. Joyeux anniversaire, dit le décor, et le cauchemar continue. Elle demande un préservatif. Encore, Didi refuse, même scénario, même réponse, toujours à son avantage. Ce n'était pas exceptionnel, Jane parle de 90% de son temps avec lui impliquant d'autres hommes. Pas un accident, une routine, une programmation, et le plus glaçant, c'est sa manière de le raconter, pas avec rage, pas avec des larmes, mais avec cette voix lasse, détachée, celle d'une femme qui a appris à survivre dans un monde où dire non n'existe pas. Elle ne décrit pas une soirée, elle décrit un système planifié, répété, calculé. Il savait exactement ce qu'il faisait et elle savait ce qu'il attendait. Alors elle obéissait par peur, par instinct, par usure, parce qu'elle avait compris une chose essentielle. Dans le monde de Didi, désobéir se paie au prix fort. Mais Jane n'était pas seulement une amante, ce qu'elle raconte ensuite dépasse tout. Un contrat invisible, un esclavage en robe de luxe. Didi lui propose 10 000 $ par mois, un appartement somptueux, des soins dentaires sur mesure. Il détestait ses dents, alors il a payé pour des facettes. Il couvrait tout, jusqu'au loyer, 10 000 $ encore, mais rien n'était gratuit. Ce n'était pas un cadeau, c'était le tarif de sa soumission. Ce qu'il exigeait, c'était la loyauté, pas l'amour, pas le respect, juste le contrôle. Et il le faisait sentir. Le jour où elle a dit non, il l'a menacée, froidement, « je coupe tout ». Et il l'a déjà fait. Parfois, c'est elle qui réservait les billets d'avion pour les hommes qu'il voulait faire venir avec son propre argent. Puis il remboursait et les preuves sont là. Montrée au tribunal, des reçus, imprimés, officiels. Elle choisissait aussi les escortes. Pourquoi ? Parce qu'elle avait compris, certains étaient pires que d'autres, alors elle choisissait les moins effrayants pour rester vivante. Et à ce stade, le jury ne voit plus juste une victime. Il découvre une femme piégée, une femme qui a appris à naviguer dans un système qu'elle n'a jamais demandé. Et le pire, tout était planifié. Professionnelle, froid, elle a tenté de fuir. Un jour, elle s'envole pour Paris. Espoir d'évasion, une pause, un souffle. Mais Didi la suit sans bouger. Le téléphone explose, appel, message, menace à peine déguisée. Tu es où ? Avec qui ? Pourquoi ? Et surtout, quand tu rentres ? Et elle rentre. Il la fait revenir, il promet, il joue le romantique, il lui vend un rêve de changement, elle veut y croire, parce que quand on vit dans la peur, même un mensonge peut ressembler à un refuge.
Mais à peine arrivée, tout recommence. Elle lui écrit des messages, des paragraphes, pleins d'espoir, de douleur, de fatigue, mais elle ne les envoie pas tout de suite, elle les tape dans « Notes », elle les relit, elle les corrige, comme si elle écrivait à un bourreau en espérant ne pas aggraver sa propre peine. Elle veut partir, elle le supplie. Et lui, en retour, il la moque, il l'humilie, il lui envoie des audios, il rit Tardot, il l'appelle folle. Et il lui glisse cette phrase « Tu vas avoir un réveil brutal ». Un jour, il lui dit « Tu retourneras dans le néant ». Vous imaginez vouloir se reconstruire, respirer et entendre que votre vie ne vaut rien sans lui. Et pourtant, elle reste, pas par amour, pas par confort, mais parce que parfois, la peur de la liberté est plus grande que celle de la souffrance et c'est là que ça devient insupportable. À ce moment du procès, ce ne sont plus des mots contre d'autres, ce sont des preuves brutes, incontestables, et elles tombent l'une après l'autre. D'abord les textos « Je ne peux plus, je me sens sale, pourquoi tu me fais ça ?» Et lui qui répond à côté ou qui rit. Puis les audios, sa voix, tu vas avoir un réveil brutal, des ricanements, des insultes. Ensuite, les photos, trop nombreuses, Jane maquillée, toujours habillée selon ses codes, avec des hommes qu'elle ne connaît parfois même plus, des visages flous, des nuits à oublier, et les reçus, billets d'avion, réservations d'hôtel, c'est elle qui gérait, et il la remboursait comme une entreprise, comme un rôle qu'elle devait jouer, et au sommet de l'horreur, la drogue, oui, elle en parle, des substances offertes, suggérées pour qu'elle tienne, et parfois des caméras, des enregistrements sans son consentement. Là, tout devient clair, ce n'était pas du sexe, c'était du contrôle, du pouvoir, de l'humiliation et tout était monétisé. À ce moment-là, même le silence pèse, personne ne parle, le jury, l'accusé, les avocats, rien. Et la question plane, pourquoi elle est restée, pourquoi elle n'a pas crié? Elle répond, sans rage, mais avec une sincérité qui glace. Elle parle de son enfant, elle était mère et quand on est mère, on pense au toit, à la nourriture, à l'école. Et Didi avait la clé de tout ça, il payait le loyer, il contrôlait sa vie, alors elle acceptait parce que l'alternative, c'était la rue. Et un jour, elle s'est mise à organiser les rencontres elle-même. Oui, pour anticiper, pour garder l'illusion de choisir parce qu'elle avait compris, choisir un mal, c'était parfois survivre à un pire. Elle évoque deux noms, Kabbalah, Anton, des escortes qu'elle trouvait moins menaçants et au fond d'elle un espoir. Peut-être qu'il l'aimait, peut-être qu'il finirait par changer, mais ce n'était pas de l'amour et elle l'a compris tard, mais elle l'a compris. À la fin de la journée, elle lit un message qu'elle n'a jamais envoyé, un brouillon, une vérité nue. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et dans la salle, plus un son. Le juge lève la séance. Didi reste immobile, muet, le masque toujours en place, mais cette fois fêlé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine.